Je le dis et je le répète. Oui. Je le dis et je le répète. Terminé. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui est super équipé. Sa justice, elle est super avancée. Et M. Ouattara l'a dit, je répète encore, au second tour, que pour les victimes ivoiriennes, il ferait des enquêtes, parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de douleurs, il ferait des enquêtes sur cette rébellion. Et moi, je regarde ici l'écran. M. Ouattara, puisque vous êtes dédouané, vous êtes ni de loin, ni de près, en rapport avec cette rébellion, je pense que pour le bonheur des Ivoiriens et de vos militants, ouvrez un procès où on verra véritablement ce qu'il en est. Le chef de la rébellion, il était à l'Élysée, point barre. Moi, je suis bien placé pour te le dire. Mais non, mais attendez, on va arrêter avec ces bêtises-là. Alors, il y a eu des financements, Jacques Chirac des financements, mais bien sûr, des financements divers. Et tout ça, c'était pour faire tomber Gbagbo. Okay, mais il faut aussi replacer dans le contexte. C'est que Houphouët meurt le 7 décembre 1993, 4 mois après commence le génocide rwandais, qui est un événement qui a traumatisé la planète entière. Et donc, là, on avait un moyen tout trouvé de dire il faut arrêter ça, parce que la Côte d'Ivoire est une poudrière identitaire. Okay, et on a construit un récit qu'on a fait prospérer pour dire que Gbagbo était une sorte de, entre griffes, Hitler africain, et qu'il fallait arrêter ça. Ce qui veut dire qu'il y a ce narratif-là a permis de fédérer autour de cette opération d'ingérence, en clair, dégager un pouvoir qu'on ne tenait pas depuis Paris, des gens qui aussi étaient de bonne volonté, crédules, qui ont cru à cette histoire. Et parmi eux, un certain Kadhafi. Bonsoir à tous. J'irai Après. Non, après. Non, on s'en fout. Oui, mais c'est tout. Bon. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la bande à Carlyle en compagnie de nos chroniqueurs. Président Jean-Paul Leroux, bonsoir. Bonsoir Carlyle. Bonsoir Ensa. Bonsoir Carlyle. Et bonsoir à Norbert qui a sorti le costume aujourd'hui. Très beau costume. Bonsoir. Non, pas du tout. Rendez-vous bourgeois. Rendez-vous bourgeois. Donc, on apprécie. L'habit fait le moine, c'est ce que pense le président à vie des journalistes ivoiriens de tout l'univers et de la banlieue parisienne. C'est la raison pour laquelle il est tout le temps en costard, pensant que les sottises qu'il profère sur ce plateau prendront un vernis un peu plus de véracité, mais non, l'habit ne fait pas le moine. Quelle entrée, vous êtes très chaud. Hein, déjà, droit de réponse. En début d'émission déjà. Quelquefois, très souvent, il faudrait ne pas répondre au coup de pied d'un âne. Bonsoir Jean-Yves. Je ne sais pas de qui il parle. Bonsoir. Bonsoir. Bon, parlons politique, messieurs. On va ouvrir cette émission avec le discours, je crois, le premier discours du président Gbagbo cette année 2026, à l'occasion des vœux. Alors, il y a une séquence qui a beaucoup circulé. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et qu'on commente par la suite. Moi, je suis allé une fois en Libye pour une réunion de l'Union africaine. Et Kadhafi m'a reçu, on discutait. C'est là qu'il me dit, mais au fond, toi, c'est toi le président de Côte d'Ivoire, non? J'ai dit oui. Il dit, mais quand je t'écoute parler là, je vois qu'on m'a trompé, qu'on m'a induit en erreur. J'ai dit, comment ça? Il dit, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans. J'ai dit, mais ma femme qui est dans l'autre salle, avec qui je suis venu, elle est musulmane. Je parlais de Nadi Bamba. J'ai dit, mais elle est musulmane. Il dit, ah, mais les gens m'ont menti. J'ai dit, qui t'a menti? Il dit, les gens de chez vous là. Quand ils m'ont dit que tu n'aimes pas les musulmans,
que tu leur interdis même de porter leur boubou. Donc ils sont venus me demander l'argent, je leur ai donné. Et je leur ai donné des armes. Viens avec moi à Bamako. Parce que on va faire une réunion à Bamako. La Libye y sera. Mais viens, je vais aller leur parler. Parce qu'ils sont là-bas. Donc j'ai compris que c'était les chefs d'État de la sous-région, que c'était les chefs d'État de la sous-région qui avaient parlé. On est parti. Mais il a parlé, hein. Il a parlé bête. Il a parlé bête. Président Paul Leroux, on continue encore avec le président Gbagbo sur les révélations autour du financement de la rébellion. Aujourd'hui, c'est la Libye qui est mise en avant. Votre réaction quand vous avez entendu cet extrait? Pour moi, cet extrait, l'information qui est dans cet extrait n'est pas nouvelle, hein, pour moi. Nous nous souvenons encore de ce livre de Ousmane Kader Sanogo qui, sur un plateau de télé, dans la promotion de son livre, avait lui aussi révélé que avait déjà révélé que c'est lui qui le premier a révélé que c'était Kadhafi, le guide libyen qui avait financé la rébellion ivoirienne. Donc ce n'était pas nouveau en tant que journaliste ivoirien, puisque lui, son livre il visait essentiellement Guillaume Soro, qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale, qui semblait déjà être, et puis lui proche de IB, voulant découdre avec Soro. Mais au-delà de cette sortie du président Laurent Gbagbo, je retiens une seule chose finalement. Je me dis, à chaque fois que Laurent Gbagbo fait une sortie ou pose un acte, c'est à l'avantage du président Alassane Ouattara. Je l'ai dit sur ce plateau ici, que le président Alassane Ouattara a été réélu parce qu'il avait un partenaire stratégique qui était le Front commun, qui dans son action Pas le rapport. a créé les conditions d'une situation de chaos et de psychose dans les esprits des Ivoiriens qui ne sont pas sortis à aller voter. Ça fait un boulevard au président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo lui-même, à demi-mot, l'avait tout du moins reconnu devant Alain Foucault. Bon. Pareil, les élections législatives. Avant cela, on a eu les séquences des différentes, je dirais, appels de Benoît, quand on savait qu'entre-temps, les autres partis d'opposition étaient tentés de se rassembler. Quand on a vu la séquence de la création du Front commun, on a su que le PDCI est en train de s'allier aux autres, créer une coalition qui semblait être consistante. On a débauché le PDCI pour en faire ce qu'on sait aujourd'hui. Aujourd'hui, cette sortie, pour beaucoup d'Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a été le financier de la rébellion. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo vient nous dire que lui, il avait cette information depuis 2008, que ce n'était pas Alassane Ouattara, que c'était Muammar Kadhafi. Bon, vous allez voir hein, sur les réseaux, dans les papiers, dans les journaux, les partisans du président Alassane Ouattara, vous avez menti sur notre chef. Pendant des années, vous avez fait croire que c'était lui qui était le financier. Voilà, aujourd'hui, Laurent Gbagbo lui-même vient de dédouaner publiquement le président Alassane Ouattara. Moi, c'est cela que je tire comme conséquence. Je me dis en fait, toutes les sorties et les actions du président Alassane Ouattara concourent ou sont à la faveur du président Laurent Gbagbo, concourent et sont à la faveur du président Alassane Ouattara. Bon, je ne sais pas quelle mission il se confie. Voilà. Pour l'instant, c'est là que je m'arrête. Bon. Effectivement, si on était militant de M. Ouattara,
on dira que Gbagbo a dédouané en fait Alassane Ouattara complètement. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que effectivement depuis 2-3 jours, je vois des gens en fait d'accord s'extasier. M. Ouattara n'est ni le financier de cette rébellion et que le financier de cette rébellion, c'est Mouammar Kadhafi. Il faut faire attention à ce que l'on tient comme propos. Déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous sommes en 2004, précisément au mois de mai. Et effectivement, M. Laurent Gbagbo est invité à Tripoli. D'accord. Et par la suite, Mouammar Kadhafi fait la proposition au président Laurent Gbagbo, après cet échange, qu'ils aillent à Bamako dans le cadre de la Sensad. D'accord. C'était une organisation en fait, mise en place en fait, par Kadhafi pour les pays d'accord, du Sahel. Et ça allait jusqu'à même en Centrafrique, parce que Bozizé était invité à cet événement. C'était précisément le 14 mai 2004. Et effectivement, quand il parle d'accord de 2 chefs d'État, bon, je ne vais pas les nommer parce qu'il ne les a pas nommés, mais je pense savoir de qui il s'agit. Mais est-ce que Mouammar Kadhafi est le seul financier de cette rébellion? Dans ce cas, ça fera de Awa Domelo un menteur. Puisque M. Awa Domelo s'est exprimé sur un média camerounais où il a indiqué d'accord des financiers dans le cacao avec des opérations en ce qui concerne en lien avec cette rébellion. Bon, souvent on dit qu'Awa Domelo dit la vérité, bon, dans ce cas, on dira c'est un menteur. Pour avoir une solution claire en ce qui concerne cette affaire de la rébellion, c'est d'avoir un procès. Chose qu'on n'aura jamais en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, au second tour, avait promis de faire la lumière sur cette rébellion et sur son financement. Ça n'existera pas. Donc, on part avec des allégations. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, c'est une allégation verbale. Mais il y a des allégations, en fait, qui sont sourcées. Bah oui, c'est une allégation verbale. Même qu'on le croit, même, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est inexact. C'est une allégation verbale. Dans le cadre, d'accord, d'un procès, d'accord, on demandera des éléments. Et moi, c'est ce que j'attends. Parce qu'il y a aussi, d'accord, certains éléments qui donnent le Burkina Faso comme l'un des principaux, l'un des financiers aussi, d'accord, de cette rébellion. Si je prends les propos du président Jean-Paul Aureau, qui a indiqué M. Kader Sanogo, qui indique être l'un des proches du sergent-chef IB, mais il dit le contraire de ce que IB dit. Puisque IB a un témoignage également aussi où on l'entend, il dit que c'est un Libanais qui l'a financé. Il ne dit pas que c'est Kadhafi. Qui dois-je croire dans cette situation? Parce que chacun donnera son interprétation. Est-ce le Libanais? Est-ce M. Mouammar Kadhafi? Mais au moins, Laurent Gbagbo corrobore ce que... Attendez, au moins, les propos de Laurent Gbagbo corroborent les propos de Ousmane Kader Sanogo. Alors, effectivement, Gbagbo l'a dit, M. Ousmane Kader a parlé de quoi? De 6 milliards ou 60 milliards, je ne sais plus. 6 milliards, il a parlé de 6 milliards. M. Gbagbo n'a pas donné d'accord. 60 milliards. 60 milliards. D'accord, 60 milliards. On parle de 60 milliards. Laurent Gbagbo n'a pas donné de montant. Et en plus, pour information, mais c'est une information qui n'est pas nouvelle. Ce n'est même pas Kader Sanogo qui l'a dit. Même Mouammar Kadhafi, lors du Sensad, a indiqué que des pays ont comploté contre Laurent Gbagbo dans cette affaire. Ce n'est pas Gbagbo qui est le premier à le dire. Vous avez tout le discours où il a indiqué que M. Laurent Gbagbo laissait Laurent Gbagbo faire, d'accord, ce qu'on appelle un dialogue inter-ivoirien entre les Ivoiriens et qu'il ne souhaite pas, d'accord, qu'il ne souhaite pas que des pays étrangers, dans le cas de Kléber et de Marcoussi, puissent s'immiscer dans la crise ivoirienne. Le rapport de la Sensad est accessible à tout le monde. Vous allez lire. Toutes ces informations sont accessibles. Donc, si vous l'aviez ignoré pendant un moment, il a fallu que Kader Sanogo vienne vous corroborer cela. Et que le président Laurent Gbagbo... C'est la sortie de Laurent Gbagbo. Non, parce que lui, il mélange tout. Je ne mélange absolument pas. Attention, c'est la sortie de Laurent Gbagbo. Je peux m'exprimer si c'est la sortie de Laurent Gbagbo qui corrobore. Alors, la sortie, d'accord, de Laurent Gbagbo corrobore, mais je dis en 2004. Mouammar Kadhafi a fait cas, d'accord, de cette exclusion contre les musulmans de Côte d'Ivoire. C'est dans le rapport de la Sensad. Donc il arrête de brosser le soleil, en fait. Attendez, c'est dans le rapport de la Sensad. On nous dit qu'un M. Kader Sanogo est un proche de IB qui a mélangé des choses vraiment alambiquées, qui n'ont rien à voir avec les propos de IB qui est le concerné. Concernant le financement de cette rébellion aussi, s'il vous plaît, parce qu'on a toujours dit que c'est IB qui était l'exécutant de cette rébellion. M. Laurent Gbagbo vient reconfirmer les dires dits par M. Mouammar Kadhafi et M. Kader Sanogo, donc rien de nouveau sous le soleil. Si vous dites maintenant que les dires, les dires, moi je ne sais pas en quoi les dires de M. Laurent Gbagbo aident M. Alassane Ouattara. Tant qu'on n'aura tant qu'on n'aura pas de procès, et je le dis devant tout le monde, tant qu'on n'aura pas de procès, et on ira avec les commission propos d'enquête. Voilà, il n'y en a pas de commission d'enquête. On ira avec les propos d'une Saint-Toumblanc, les propos de Norbert ou les propos de M. Jean-Paul Aureau, ça ne servira à rien. Chacun ira selon, bien évidemment, son point de vue. Norbert. Oui, alors 3 choses. Hein. La calomnie. 2, le financement. Et 3, les sources
concernant le financement. La calomnie, vous connaissez l'ère de la calomnie, hein, le Barbier de Séville, Rossini, Beaumarchais, on connaît ça depuis toujours. C'est ce que les téléspectateurs de Global Africa Télé Sud viennent de voir à l'instant. C'est de ça dont parle Laurent Gbagbo. On a passé cet extrait-là. On a dit que quand il a rencontré Kadhafi, ce dernier lui a dit « Mais on m'a raconté des histoires sur toi, je pensais que tu détestais les musulmans. » Bon, cette calomnie-là, vous n'en avez pas dit un mot, ni Jean-Paul, ni Atomblanc. Pardon, j'espère que Jean-Yves pourra compléter. Mais cette calomnie-là, je l'ai mise en premier, parce que pour moi, c'est le plus important. On lui a raconté des histoires. On lui a dit qu'il était anti-musulman. Et Gbagbo lui a dit, mais la femme avec qui je suis venu, elle est musulmane. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un peu comme dit Beaumarchais, c'est un petit vent qui finit en tempête, la calomnie. On dit on médit, on dit du mal d'un homme dans un but bien précis. Et là, on voit très bien quel était le but bien précis. En revanche, qui a médit? Qui est allé souffler à l'oreille de Kadhafi que Gbagbo détestait les musulmans? Qui a soufflé à l'oreille de tout, du monde entier, et notamment en France, et j'en sais quelque chose, c'est la chanson que j'entendais quand j'étais journaliste à RFI, que Laurent Gbagbo était un ogre, et accessoirement que Simone Gbagbo était une ogresse, c'est-à-dire des gens qui mangent les enfants, enfin c'est délirant, tout ça, ça a fini par produire son effet. Qui veut la fin veut les moyens. Il s'agissait de détruire cet homme. Kadhafi lui-même l'a reconnu. On m'a raconté des histoires. Mais bonhomme, si on t'a raconté des histoires, fallait en tirer les conséquences. C'est ce qu'il n'a pas fait. Accessoirement, on a vu comment Kadhafi a terminé. Donc la calomnie, elle est partie d'où ? Le bureau des légendes, il était où? Moi, je vous le dis, il était à Paris. Il était en Afrique. Il était à Paris, mais ça, le vent, le petit vent, le venticello, comme disent les Italiens, qui finit en tempête et qui détruit tout, il a soufflé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point, la calomnie. Deuxièmement, le financement. Ah, ça vous intéresse tous les deux. Vas-y qu'on en parle. Mais Atomblanc vient de te dire, Jean-Paul, que c'est pas parce que Kadhafi a financé, aurait financé... ça arrivait dans aurait financé la rébellion, que la rébellion n'avait pas d'autres sources de financement. Ça pue la mauvaise foi. Aurait d'autres sources de financement. Troisièmement, et là j'ai terminé, mais si tu veux des sources, mais prenons donc, comment s'appelait ce Comzone? Connais Zakaria, face caméra, qui le dit, Ouattara nous donne 25 c'est différent. millions. Zakaria, je ne pense pas que ses propos tiennent la route. Même M. Babou. Il l'a dit. Donc on peut avoir d'autres sources de financement. Bien. Mais, voilà, c'est tout, j'ai fini. Jean-Yves. Oui, je pense que Norbert a bien fait de venir là-dessus parce que moi, effectivement, c'est ça que j'allais mettre en première position. Hein. C'est-à-dire ce cocktail identitaire et religieux qu'on nous a servi, c'est-à-dire on a fait croire aux Ivoiriens on a fait croire, à certains chefs d'État étrangers que, en fait, le président Laurent Gbagbo n'aimait pas une certaine catégorie d'Ivoiriens, notamment les musulmans et les gens du Nord. Et en fait, ce discours-là, il a été alimenté, je crois, dans la sous-région, parce que cela aussi a valu le fait qu'on avait nos frères burkinabés, maliens, des pays voisins là, qui avaient aussi repris ce vocabulaire. Et voilà, ça donnait ce que ça donnait. Donc, effectivement, on revient là-dessus. Et Laurent Gbagbo, il a dit que voilà, lorsqu'il échange avec Kadhafi, Kadhafi se rend compte qu'on lui a menti concernant le regard que Laurent Gbagbo aurait sur cette catégorie d'Ivoiriens. Par la suite, bien avant, on a effectivement Ousmane Kader Sanogo qui avait tenu ces propos-là pour dire qu'il était lui à IB. Et le président Blaise Compaoré, ils avaient rencontré Kadhafi et que c'est ce que Kadhafi aurait, c'est ce que Blaise Compaoré aurait expliqué à Kadhafi pour que Kadhafi puisse soutenir en fait cette rébellion. Mais quand on regarde, quand on pousse un peu plus loin,
Ça veut dire que dans les propos de Ousmane Kader Sanogo, parce que je pense que c'est sur ça que voilà, le président aussi a passé pas mal de temps, dans les propos d'Ousmane Kader Sanogo, qu'est-ce qu'il dit? Il fait mention du fait que la rébellion et le financement était de 60 millions plus 2 millions pour... 60 milliards. Milliards, hein, et, pardon, 60 milliards plus 2 milliards pour Blaise Compaoré. Mais les 60 milliards, c'était pour la rébellion. Et donc, comme c'est Blaise Compaoré qui était le tuteur de cette rébellion, alors c'est à lui que les fonds ont été alloués. Mais lorsqu'ils arrivent au Burkina, il dit que au lieu de leur donner l'argent qui était alloué pour la rébellion, Blaise Compaoré leur a remis 2 milliards. Et que les autres, c'est-à-dire, et puis bon, les armes aussi, il y avait des armes aussi qui avaient été envoyées depuis la Libye. Et donc ces armes-là et cet argent-là a servi à armer le GS, Fonds de sécurité présidentielle, le GSP. Voilà. Et donc, le RSP. Le RSP. Le RSP, effectivement. Et donc, ça servait à armer cette troupe, ou même pas ce groupe qui était proche du président Blaise Compaoré. Mais quand on remet 2 milliards, est-ce qu'avec 2 milliards, on peut organiser une rébellion? Donc, ce qui veut dire que quand les 2 milliards finissent, il y a quelqu'un derrière, il y a d'autres financiers. Mais bien sûr. Voilà, c'est ce que moi je comprends. Parce que c'est ce que Ousmane Kader a dit. Il a dit on leur a remis 2 milliards. Et les 60 autres milliards, c'était avec Mais Jean-Yves, je pense que le président a mis en avant quelque chose peut-être assez intéressant. On pourra débattre dessus. Parce que les déclarations du président Gbagbo ne dédouanent pas finalement M. Ouattara, dont on a longtemps accusé d'être le principal financier de cette rébellion. Non, moi je ne dirais pas que les présidents, je dirais pas que ces déclarations la dédouanent, parce qu'en fait, dans cette déclaration-là, il fait mention que les choses, Kadhafi a financé la rébellion. Mais dans cette rébellion-là, il y a des responsabilités. C'est ce que le président Gbagbo avait demandé la dernière fois. Il a dit qu'il faudrait que les responsabilités soient situées. Donc, en plus de bon, Kadhafi a eu à financer, et c'est ce que Ousmane Kader Sanogo dit. Il a même dit dans une autre vidéo que le président Ouattara n'a pas donné un sou pour débuter cette rébellion. Il a précisé. Et lui, aujourd'hui, il est écrivain. Donc les mots ont leur sens. Il n'a pas donné un sou pour débuter. Donc, s'il n'a pas donné un sou pour débuter, peut-être dans la suite des événements, il y a des choses qui ont été faites. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo et une grande partie des Ivoiriens demandent à ce qu'une enquête soit ouverte, que des enquêtes soient menées. Le président Alassane Ouattara nous avait promis de mener ces enquêtes-là. Où est-ce qu'on en est? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faudrait pas qu'on essaie d'utiliser certaines parties, mais certains discours pour pouvoir dédouaner les gens. Non. Il faudrait qu'une véritable enquête soit menée sur cette rébellion pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il en est, qui a fait quoi, et pourquoi ils l'ont fait. Et ça, en fait, ça sert pour la mémoire collective. Ça sert pour la mémoire collective, parce que ce genre de guerre, on n'en veut plus. Les histoires où on mélange l'identité et la religion, franchement, moi, personnellement, j'en ai marre, je n'en veux plus. Président Paul Leroux. Oui. J'ai écouté mes camarades de plateau. Et puis, j'ai l'impression qu'on veut forcément, c'est-à-dire que Muammar Kadhafi, le fameux Ousmane Kader Sanogo, Laurent Gbagbo, et même Guillaume Soro, au micro d'Alain Foka sur RFI, Guillaume Soro a dit que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Non, Aïe, non, s'il vous plaît, est-ce que Guillaume Soro ne l'a pas dit? Il a dit. Ah, voilà 4 personnes qui disent, Soro lui vient dire, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a financé. Kadhafi lui dit, c'est lui qui a financé. Ousmane Sanogo dit, c'est Kadhafi qui a financé. Laurent Gbagbo vient dire, Kadhafi lui a dit qui l'a financé sur la base de mensonges qu'on lui a rencontrés. Mais soyons sérieux. Est-ce que c'est parce qu'on a menti à Kadhafi que c'est sur la base de... Toi et moi sommes journalistes. Oui. Ah, laisse-moi finir. Hein. Toi et moi sommes journalistes. On peut laisser un tout blanc dans ces affaires de TikTok et comprendre que toute action militaire, que toute opération militaire
est dévancé par une storytelling, est dévancé par la création et la mise en place d'une cause. Tout près de nous, si on voit ce qui se passe en Ukraine. Et alors là, la cause, ça Je serait n'ai quoi, pas. ça Mais la cause, tu connais la terminer. cause, tu connais la cause que Poutine, qu'elle soit valide, qu'elle soit fausse, qu'elle soit ce qu'elle est, il a invoqué une cause. Oui, et la France, Qui là, le elle a pousse- invoqué quoi, alors? Non, laisse-moi finir. Terminez, président. Vous aurez la parole, Franchement, Norbert. Allez-y, mais allez-y, président. c'est ce que je suis en train de dire. Que cette cause que tu qualifies de calomnieuse, puisque c'était faux. C'est ce que dit Gbagbo. Hein. Non, je suis d'accord avec ça. Ah bon? Mais il y a des gens qui ont vendu quelque chose à quelqu'un pour que ce quelqu'un leur donne de l'argent pour aller faire les fameux coups d'État qui malheureusement s'est transformé en rébellion. Mais comme tu dis, depuis Paris, on est en train de dire la même chose. Hein. Mais vous êtes tenté de vous débrouiller pour que Absolument. Alassane Ouattara soit forcément parmi les financiers. Absolument Mais pour pas. l'instant, Attends. moi j'ai 4 personnes, et non des moindres. Kadhafi lui-même, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et le fameux Ousmane Kader Sanogo, Yeah. qui viennent nous dire que l'argent de la rébellion ivoirienne On va le savoir, vient. on a compris. Maintenant, quand on parle de procès, frère, un procès là, Une enquête. Attendez. il a parlé de procès. Un allez-y, procès là, oui. au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà. Oui, mais Au-delà des pièces, il y a ce qu'on appelle témoignage. Oui. Voilà Vous allez pourquoi, parler, vous allez parler. lorsqu'un procès s'ouvre, on appelle des témoins. Parce que les pièces ne parlent pas. Deux pièces entre elles ne parlent pas. C'est le témoin qui vient faire un lien entre des pièces. D'accord. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Pour l'instant, nous sommes au témoignage. Et les différents témoignages que nous avons indiquent que le financier de la rébellion en Côte d'Ivoire, le principal financier s'appelait Muammar Kadhafi. Le reste ça. là, c'est de la fraudéologie et de la Non, c'est pas de la fraudéologie. Une sorte. C'est plus grave que ça. Alors, je veux dire quelque chose de très important. Au-delà de TikTok, je trouve quand même c'est un mépris, mais je vais reprendre ce mépris quand même pour voir que j'ai. Non, j'ai quand les je dis attitudes- j'ai les cela, attitudes quand même. quand je dis pourtant, cela, peut-être vers le journalisme peut-être un que jour. tu l'as mal Alors, pris. Non, non, non. C'est pour dire que Non, non. le journaliste a une grille de lecture D'accord. qu'il connaît, D'accord. que je voulais lui rappeler. Bah. Une grille de lecture, quand tu reçois une information, il y a ce qu'on appelle chez lui Ok. traiter une information. Le journaliste traite l'information avant de la publier. D'accord. Et dans ce traitement de l'information, Je peux parler. il a une grille de lecture. Non, c'était pour te dire ça, ne te sens pas mon frustré. confrère, C'est non, pour non, dire non, ça. ok, c'est clarifié. Voilà. Je me- est un brillant journaliste. je me- Allez, Non, il n'est allez, pas je le journaliste. sens. je- Bon, Il c'est n'est bon. pas journaliste. Je le sens. Il peut être- C'est il mon peut- c'est mon il n'est vice-présentateur. pas journaliste. Il en a sous la... Il n'est Bon, pas messieurs, c'est bon. journaliste. Messieurs les professeurs, merci. Il peut être un brillant observateur de la vie publique ivoirienne. Qui a entendu Muammar Kadhafi dire de lui-même que oui, j'ai eu à financer, d'accord, la rébellion? Personne. C'est à partir, d'accord, des allégations du président Laurent Gbagbo et de M. Kader Sanogo. Donc M. Kadhafi n'est pas un témoin oculaire, parce que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu le dire. Ah, cet homme qui nous a rappelé l'événement de Bamako. hein. Alors, c'est moi qui vous ai rappelé l'événement de Bamako. Cet mais- homme qui l'a dit, où il a dit qu'il a été trompé. Alors, j'ai indiqué précisément, j'ai même montré le rapport, et dans ce rapport, il a indiqué simplement d'accord à certains chefs d'État et à la communauté internationale de laisser le président Laurent Gbagbo, d'accord, gérer en fait, d'accord, cette crise. Il n'a pas indiqué qu'il a été trompé. Parce que c'est toi qui viens de dire ça, même pas Le 5 minutes. rapport, vous regarderez l'émission et vous verrez ce que je viens de dire. Je vais continuer en fait. Kader Vous Sanogo- savez le problème sur Non, mais, ce non, plateau, mais je peux- on n'a non, pas mais- une véritable non, mais- équipe. J'espère qu'on trouvera les moyens pour De avoir faire- une équipe de fact-checking. Non, on va Parce le que faire. quelquefois, Non, ce non, monsieur, attention. il dit des Non, choses, non, mais on va- et puis après, il revient derrière. On va le faire même. J'ai le fact-checking concernant M. Yves Tréa, vous concernant. Mais je vais le ressortir quand il faudra. Je continue. Je suis en train de dire, qui est M. Kader Sanogo? J'entends en fait des gens, mon ami, mon très cher ami Jean-Yves qui parle de Kader Sanogo. En fait, Kader Sanogo, c'est qui? On le connaît de nulle part. Voici un individu qui vient sur un plateau au Burkina. Oui, j'ai côtoyé eBay. Bon, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je ne le connais pas. Si vous, qui êtes journaliste, vous faites des investigations, vous faites des recherches d'abord pour savoir qui sont les personnes qui parlent, il faudra le faire. Parce que le monsieur, dans son CV, je suis allé faire des recherches, j'ai rien vu sur lui. Bon, quelqu'un, Guignol vient et puis il s'assoit sur un plateau, il vient vous dire des trucs, et puis vous êtes des adultes, vous venez vous gober. Mais pour savoir, en fait, regardez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui dit qu'il a côtoyé le sergent-chef IB, d'accord? Il a côtoyé le sergent-chef IB. Il était, bizarrement, c'est un homme de toutes les négociations. On ne le connaissait pas avant. Et puis, il vient, il sort des vérités. Et je vois les militants de M. Ouattara sortir, et je suis surpris, comme mon président vient de sortir, Kader Sanogo. Vous savez, il a dit que M. Ibé est allé discuter avec M. Kadhafi. Donc Ibé, bizarrement, soudainement, il a oublié Kadhafi.
il vient, il parle, il évoque un Libanais, et par contre, il mentionne M. Blaise Compaoré. Mais dans quel monde sommes-nous? Alors, je donne un autre exemple. Le président Laurent Gbagbo cite qui? Mohamed Kadhafi. Je dis M. Awa Dombello. On a vu des gens ici dire que M. Awa Dombello est de bonne foi. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de bien, le PPACI pourrait le prendre. Mais M. Awa Dombello, sur un plateau télé, a parlé, d'accord, de réseaux dans le cacao. Ces vidéos sont accessibles. Des réseaux dans le cacao. Le réseau dans le cacao. Il a dit quoi? D'accord. Pourquoi tu as balancé des choses? Non, mais laissez-moi parler. Pourquoi vous voulez pas? Non, parce que tu parles il faut... tu donnes pas l'information. Il faut avoir la latitude d'écouter les gens, même si vous non, n'êtes pas il faudrait que pourquoi tu précises? Pourquoi tu précises? Parce que tu balances des choses. Je dis et je répète, ces images sont accessibles à tous. Ce n'est pas confidentiel. Dombello a dit quoi? Il a dit des financiers, d'accord, dans le cacao sont en corrélation avec cette rébellion, ont aussi la main dans le financement de la rébellion. Alors, est-ce que... Attendez. Heureusement qu'il a utilisé le terme aussi. Ok. Mais parce qu'il y a plusieurs sources de financement. Comment? C'est intéressant. Comment, cher monsieur, vous dites, ici, oui, pour avoir procès, il faut qu'il y ait des témoignages. Bon, non, je n'ai pas dit pour avoir procès. Il dit dans un procès. Dans un procès, voilà. d'accord. Okay. Parce que très souvent, il faut qu'on t'arrête. Parce que tu ne dis pas les choses comme il faut. Non, pour avoir un procès, même il faut des témoignages. Non, dans un procès, dans un procès. Président, dans un procès, il y a un témoignage. Ça ne change rien. Pour le cas de cette rébellion, comment déterminer qui sont les financiers? Parce qu'à vous entendre, on a l'impression que M. Kadhafi est l'exclusif et financier. Oui. Il n'a pas écrit. Ah bah si, cher monsieur, Kadhafi est financier. Non, attendez. Principal, comment vous le savez? Quelle enquête avez-vous mis? Attendez. Il a dit. Qui a dit? Ah, le témoignage de Laurent Gbagbo. Ah d'accord, vous croyez aujourd'hui en Laurent Gbagbo. Bon, c'est quoi ça là? Je chute. Je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui est super équipé. Sa justice, elle est super avancée. Et M. Ouattara l'a dit, je répète encore, au second tour, que pour les victimes ivoiriennes, il ferait des enquêtes, parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu trop de douleurs, il ferait des enquêtes sur cette rébellion. Et moi, je regarde ici l'écran. Monsieur Ouattara, puisque vous êtes dédouané, vous êtes ni de loin, ni de près, en rapport avec cette rébellion, je pense que pour le bonheur des Ivoiriens et de vos militants, ouvrez un procès où on verra véritablement ce qu'il en est. Bien. Parce que vous êtes ni de loin, ni de près, proche à cette rébellion. Donc, Monsieur le Président Jean-Paul Roux, j'espère que vous allez faire ce même exercice. C'est ce qu'on appelle spectacle. Non, mais... Oui, mais derrière tout de table sur le sujet. Attendez. C'est l'histoire que l'on convoque là, sur le plateau de la bande à Carlyle aujourd'hui à travers une déclaration du président Gbagbo. On s'imagine que c'est pas terminé. Laurent Gbagbo va encore distiller de temps en temps ce genre de boules puantes pour bien embarrasser le pouvoir à Abidjan. Et c'est normal. Le fait générateur simple de cette affaire, c'est une opération d'ingérence voulue par la France, qui ne voulait pas d'un président qu'elle ne tenait pas, qui est arrivé au pouvoir en l'an 2000 et qui a tout fait pour le faire tomber. C'est simple. Bien. Et lorsque on en est venu, après des barbouzeries classiques qui n'ont pas marché, on en est venu à se résoudre à lancer une rébellion, eh ben, on l'a financée, c'est un secret d'État, donc il a fallu la financer par des proxys. Mais Jean-Paul, tu le sais très bien, le chef de la rébellion, il était à l'Élysée, point barre. Moi, je suis bien placé pour te le dire. Non, mais attendez, on va arrêter avec ces bêtises-là. Alors, il y a eu des financements, Jacques Chirac mais bien sûr, des financements divers. Et tout ça, c'était pour faire tomber Gbagbo. Okay, mais il faut aussi replacer dans le contexte. C'est que Houphouët meurt le 7 décembre 1993, 4 mois après commence le génocide rwandais, qui est un événement qui a traumatisé la planète entière. Et donc, là, on avait un moyen tout trouvé de dire il faut arrêter ça, parce que la Côte d'Ivoire est une poudrière identitaire. Okay, et on a construit un récit qu'on a fait prospérer pour dire que Gbagbo était une sorte de, entre griffes, Hitler africain, et qu'il fallait arrêter ça. Ce qui veut dire qu'il y a
Ce narratif-là a permis de fédérer autour de cette opération d'ingérence, en clair, dégager un pouvoir qu'on ne tenait pas depuis Paris, des gens qui aussi étaient de bonne volonté, crédules, qui ont cru à cette histoire. Et parmi eux, un certain Kadhafi, qui a fini par reconnaître son erreur face à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il était entouré de nordistes. Il y en avait beaucoup. Moi, je les ai rencontrés les uns et derrière les autres. Je me souviens de Ben Soumaoro. J'ai eu des conversations avec cet homme-là. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là. La Côte d'Ivoire n'était pas le Rwanda. Okay, mais à Paris, il y a des gens qui l'ont cru parce que personne ne connaît l'histoire de l'Afrique, personne ne connaît l'Afrique et ils ont été stupéfaits par ce dernier génocide qui en rappelait d'autres parce qu'on est en Europe et quand on dit génocide, ça fait sonner dans les oreilles, ça fait sonner une mémoire qui n'est pas enfouie. Okay, qui remonte à la surface à toute vitesse. Voilà ce qui s'est passé. Que l'opération ait été complexe, que les financements étaient complexes, que l'armement ait été complexe, que l'entraînement ait été complexe. On m'a même dit au départ que la base de la rébellion devait être au Mali et que le président du Mali a refusé et du coup on l'a dégagé. C'était une affaire d'État pour la France. Point barre. Et c'est tout ce que je dis, moi. Quant à Ouattara, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite idée sur la fortune de Ouattara. Mais à l'époque, je ne sais pas s'il a de l'argent ou pas pour financer une rébellion, mais une rébellion, ça coûte très cher. C'est une affaire d'État. Bien. Jean-Yves, c'est le dernier. Merci. Oui, merci. Nobel a dit, en fait, je vais poursuivre juste avancer. Une rébellion, ça coûte très cher. Moi, je vais revenir encore là-dessus. Il a dit que 2 milliards, ça ne suffisait pas pour une rébellion. Voilà, je vais revenir encore là-dessus. Les spécialistes des rébellions. Non, mais président, ce n'est pas une question de spécialistes de rébellion, ce sont les protagonistes même qui l'ont dit. Voilà, il dit, on leur avait mis 62 milliards. 2 milliards pour Compaoré et 60 milliards pour la rébellion. Compaoré leur avait mis 2 milliards. Donc moi, je suppose qu'avec 2 milliards, on ne peut pas faire une rébellion. Voilà. Et donc, si, avec les... C'est-à-dire, une fois que ces 2 milliards finissent, écoute, les autres sources vont truc. Bref. Donc, pour revenir en fait sur ce Mohamed Sanogo, sur ce Ousmane Kader Sanogo là, c'est vrai que on peut dire qui est-ce qu'il est et tout, mais moi je me base sur ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les propos de ce dernier-là qui sont relayés parce que c'est les propos du président Laurent Gbagbo pour voir ce que ce dernier-là avait dit. Tu vois, donc moi je me base maintenant sur ça pour faire l'analyse. Et donc, ce même Ousmane Kader Sanogo là, il a dit que Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré avait demandé à IB en son temps de rejoindre Paris et que c'est de Paris, je crois qu'il avait des contacts, donc c'est-à-dire des mercenaires de la trame de genre, un peu comme Bob Denard à l'époque, qui allaient l'aider avec la complicité de la Lincoln à revenir en Côte d'Ivoire et faire tomber Laurent Gbagbo. Et donc il sera en fait à la suite de ça, comment on appelle ça, le chef de la transition, et 6 mois après, il va organiser les élections pour que Alassane Ouattara soit président. C'est ce que ce dernier-là a dit. Mais cette partie-là, bizarrement, on n'en parle pas. Maintenant, si Blaise Compaoré a demandé à IB d'aller à Paris pour pouvoir mettre ce plan en marche, cela veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi librement supputer pour dire, mais ce coup d'État-là, il était fait pour qui? Qui est-ce qui était le principal bénéficiaire? Parce que Kadhafi n'allait pas bénéficier de ça. Lui, on lui a simplement dit que Gbagbo n'aimait pas les musulmans et les gens du Nord. Ben, il a donné l'argent. Est-ce que cet argent a servi pour organiser cette rébellion-là? On ne sait pas parce que ouvertement, le gars nous dit qu'ils ont reçu seulement que 2 milliards dans tout cet argent-là. Voilà. Et donc, derrière cela, qui est-ce qui était le principal bénéficiaire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à ce que des enquêtes soient menées et ils semblent même là si bien signifier. Aujourd'hui, une fois qu'on dit que le président Laurent Gbagbo aurait, selon certaines personnes, blanchi le président Ouattara. Alors, on y va. Ouvrons le procès, vendons ça. Et rapidement, juste un point, je dis, c'est une source AFP. Vu que le président Ouattara n'est pas responsable de cette guerre-là, on a longuement supplié là-dessus qu'il était, certaines personnes ont dit qu'il était le principal bénéficiaire. Vu que le président Laurent Gbagbo l'a dédouané selon certains dit, alors il est libre maintenant, il pourra maintenant organiser ce procès-là pour que finalement on puisse situer les responsabilités parce qu'on a plusieurs sources. Tantôt c'est sur
Soro Guillaume fait des sorties pour dire non, qu'il a fait cette rébellion pour le président Alassane Ouattara. Finalement, essayons de s'asseoir, on va ouvrir un procès équitable pour que, voilà, finalement, l'infrastructure puisse se suivre. Et comme je le disais, c'est pour la mémoire collective. C'est pour la mémoire collective. On ne veut pas indexer quelqu'un, mais on veut juste situer les responsabilités. Bien. Alors, juste un point, une citation de Muammar Kadhafi lui-même, d'accord, c'était le dimanche 16 mai 2004, source AFP, Agence France Presse. C'est important pour mon président. Alors, les grandes puissances essaient de profiter de toutes les occasions pour mettre le pied sur le continent, a déclaré le dirigeant libyen, citant les problèmes en Algérie, Côte d'Ivoire, Nigeria et Darfour. C'est le peuple ivoirien qui a élu Gbagbo, donc c'est à lui de prendre la responsabilité. Je dis aux Ivoiriens, vous avez élu Gbagbo, laissez-le sans intervention étrangère amener la paix, a déclaré M. Kadhafi lors de ce moment. Il parle d'accord d'intrusion étrangère. Lui-même qui est un financier, parle aussi d'intrusion financière et d'intrusion étrangère. C'est très important. Mais comme Jean-Yves l'a souligné, à qui profite le crime? Si M. Ouattara est blanchi par M. Laurent Gbagbo, mais dans ce cas même, on va encore accabler Laurent Gbagbo lors d'un procès pour voir qu'il est irresponsable et qu'il a caché une vérité depuis fort longtemps. Le procès de M. Guy Robert, il a été fait très rapidement. Aujourd'hui, la justice, elle est équipée. On entend tout le temps que la justice a des moyens. Procès de Guy Robert. Du moins, de l'assassinat du général Guy Robert. Il faut utiliser les thèmes justes. Quand on dit Guy Robert... Bon, l'assassinat, les Ivoiriens savent que... Le procès de l'assassinat du général Robert. Mais quand on le dit sous Ouattara, quand on le dit sous Ouattara, on suppose que c'est... On le sait. Mais bref, je veux dire... Non, on ne le sait pas. Non, Guy Robert, c'était été ressuscité. Mais je veux dire quelque chose... Non, mais excusez-moi, pardon pour la famille Guy, mais je veux dire quelque chose de très important. Juste une minute. Juste une minute. Pour moi, ce sujet est tellement sérieux que je n'aimais pas en rire. Le sujet est clair. Je termine. Un procès équitable pour la mémoire collective, comme Jean-Yves l'a dit, et je pense que la justice ivoirienne a les moyens qu'il faut. On l'espère. Moi, pour finir, vous voyez, on a tourné. Moi, il y avait un seul sujet. Ce que Laurent Gbagbo a dit là, c'est la question du financement de la rébellion. Lui-même, le 8 décembre 2025, il avait écrit un courrier pour savoir... Au moment de l'investiture. Voilà, au moment de l'investiture du président Alassane Ouattara. Pour l'instant, là, moi, je me limite à la question du financement. Nous avons 4 témoignages qui nous permettent de dire que c'est Muammar Kadhafi qui a financé la rébellion. Maintenant, il s'est fini pour vous. Terminez, président. Ce que maintenant tu avances, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que nous disons. Pour justifier ce qu'ils ont fait là, il fallait qu'ils créent un certain nombre de discours, ce qu'on appelle un storytelling, tu le sais. Maintenant, il est clair que la France, avec, comme tu le dis, a usé d'une certaine façon, nous avons tous un certain nombre d'infos, pour que cette affaire, au-delà de l'aspect militaire, prenne une dimension politique. On a vu Marcoussi, on a vu Kléber. Mais pour l'instant, là, financement, là, l'argent, là, qui a donné là, aujourd'hui, on nous révèle que c'est Muammar Kadhafi. Bien, merci beaucoup. Il faut prendre aussi le témoignage de M. Awadon Melo. Merci beaucoup, monsieur. Prochainement, on parlera de ce sujet. Passons au deuxième sujet. Parlons du PDC où la question de l'absence de Tidiane Thiam continue d'alimenter des débats au sein du parti. Je vous propose d'écouter cette déclaration du ministre Niamien Yao. Madame, je voudrais être clair. Dans le parti, chacun a son rôle. Notre président, là, son rôle, c'est d'être candidat à la présidence de la République. Pour le moment, il n'y a pas encore de présidentielle en vue. Donc, il est comme les joueurs internationaux, là, qui vont aller en Coupe du Monde. Ils sont là-bas. Ils ne sont pas dans Café Sport, ils ne sont pas dans le stade d'Abidjan ici. Ils attendent. Quand on va dire que la Coupe du Monde va se dérouler, Faye Ernest va faire le regroupement. Donc nous, le jour où on va dire que la présidentielle est ouverte, Tidiane Thiam sera là. Donc, pour le moment, il joue à l'étranger, il joue dans les grands clubs, il joue dans Liverpool, dans Manchester, tout et tout. Voilà. Donc, il faut dire ça aux gens. Maintenant, quand il est là-bas, là, il a demandé à mon jeune frère, chacun a son jeune frère aussi, à mon jeune frère
Yapocalypse d'organiser le parti. Monsieur le Président, est-ce que cette comparaison footballistique pourrait calmer les ardeurs au sein de ce parti, tiraillé aujourd'hui par l'absence de son président? Oh, pour moi, cette illustration, cette comparaison dans la forme elle traîne au niveau du sol. Le centre d'inertie traîne au niveau du sol. Pour revenir dans le fond, je l'ai dit sur ce plateau ici, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 2030 là, nous sommes tous ici conscients que le candidat du RHDP là, il s'appelle Téné Birahima Ouattara, à moins d'une catastrophe naturelle. Le candidat du RHDP pour les présidentielles de 2030, il s'appelle Téné Birahima Ouattara. Voilà celui que l'opposition, c'est-à-dire aujourd'hui le PDCI, les autres partis d'opposition, vu leur état, je me pose des questions. Aujourd'hui, c'est le PDCI, le candidat du PDCI qui va affronter ce monsieur. Ce monsieur que le président Alassane Ouattara, président du RHDP, président de la République, a fait vice-premier ministre. C'est-à-dire qu'on lui donne quasiment les clés de l'administration, les clés des finances de l'État. Aujourd'hui, il peut placer ses hommes. Aujourd'hui, il peut gérer l'argent en fonction de ses projets, de ses ambitions pour 2030. Un homme comme ça, là, il est à Abidjan. On lui donne les moyens, les possibilités de créer son monde, de prendre langue avec les populations, de tisser un lien avec les Ivoiriens et de se faire, si je peux me permettre, un nom auprès des Ivoiriens et de leur cœur. Un homme comme ça, là, qu'on va affronter dans 5 ans. Il est en place, il est entré le truc. Et puis le PDCI, sa direction et ses militants disent à leur président, celui qui est censé être leur candidat pour la présidentielle en 2030, nous on reste là-bas, reste loin des populations, reste loin des cadres du pays. Et puis tu vas revenir qu'on va dire, on va parler de présidentielle. Mais à quel moment Tidjane Thiam prend langue avec les Ivoiriens? Vous pensez que ceux qui vont élire Tidjane Thiam à la présidente de la République de Côte d'Ivoire sont les militants du PDCI? Non, ce sont les Ivoiriens dans l'ensemble qui vont voter pour lui. Et ceux-là, s'ils ne le connaissent pas, s'ils ne le connaissent pas, je dis que cette stratégie de laisser Tidjane Thiam à l'extérieur et aujourd'hui dit qu'Alice Yao va gérer. Non! Il ne s'agit pas de gérer les affaires du PDCI. Kadis Yao peut gérer les affaires du PDCI. Tidjane Thiam doit venir prendre langue avec les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens le connaissent. Il faut qu'il apprenne à connaître les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Pour le reste, franchement, si c'est pour diriger le PDCI, là, comment appelle ça là, Tidjane Thiam n'a pas besoin d'être là. Merci. Mais pendant que Tidjane Thiam n'est pas là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise. On parlait de crise tantôt. Pour moi, c'est vrai, il n'y a pas de crise. Jean-Louis Billon n'a pas créé crise, Valérie n'a pas créé crise, et autres, les 3 maires n'ont pas créé crise. Mais il y a un véritable malaise qui est au sein de cette formation politique. Si elle ne fait pas, cette formation politique ne fait pas attention, la crise n'est pas loin. Insa ou Norbert. Ah non, mais il faut que le président arrête de boire du café, hein, parce que ça ne lui réussit pas. Là. Il fait de l'auto-allumage, il nous dit qu'il y a une crise au PDCI, moi je ne l'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai dit qu'il y a un malaise. La crise arrive. Vous aimez déformer mes propos. Vous essayez de faire honnête. Voilà, alors on va voir si la crise arrive. Moi, je trouve qu'elle met du temps à arriver. Hein. Parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an, hein, ça fait même 2 ans que cette crise qu'on nous promet, elle n'est toujours pas là, elle n'est pas au rendez-vous. Le canard est toujours vivant. Hein. Il est président, il a été élu à 99%, il a été réélu. Bon, il y a 3 députés qui... oui, qui ont décidé de ne pas intégrer le groupe parlementaire. Pour l'instant. Bon, ok. Ils vont faire quoi? Je ne sais pas. Alors, parmi eux, d'ailleurs, il y a aussi
un fils d'une grande famille ivoirienne, compagnon de route de Houphouët-Boigny. C'est un peu comme le lignage de Tidiane Thiam. Non, moi j'ai beaucoup aimé ton ode, mon cher président, ton ode à Téné Birahima Ouattara. Bah, tu nous as même promis qu'il y aurait des élections en 2030. Moi j'en sais rien, si ça se trouve elles seront... Quelle ode? C'est que les gens ont fait des observations, vous dites le prochain candidat du RHDP, là, Oui. c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Téné Birahima Alors Ouattara. Tout le monde le sait. imaginons j'imagine un second tour. Allez-y, non, mais allez-y. J'imagine un second tour. Thiam et photocopie. Je vois l'émission de télé, mais j'attends ça, mais j'y aspire de toutes mes fibres. Ça va être un massacre. Tu t'en es content? Vous voyez quelqu'un? Ça va être Le type, il est hors du pays. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Lui-même ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Ah, Et bon, puis, il connaît pas la Côte d'Ivoire. lui, dans son esprit, il a déjà imaginé au second tour. Non, mais alors, franchement... Pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, le PDCI, comme on a mentionné dans le titre, à l'épreuve de l'exil de son président, finalement? L'épreuve de l'exil, j'ai pas compris. Le PDCI à l'épreuve de l'exil Ah, à de son l'épreuve, pardon. Ah, à l'épreuve de mentionné, l'exil. c'est mentionné. Mais non, mais pas. Écoutez, ça fait la 25e fois qu'on parle de ce sujet qui tient tant à cœur au président Ah oui Coloro. Moi, j'ai dit, on a vu ce que ça a donné. Mais il n'y a pas de malaise au PDCI, à votre avis? Non, mais il n'y a pas photo. Il y a photocopie, mais il n'y a pas photo. Le député Bredoumi, porte-parole du groupe des députés du PDCI, avec toutes les garanties, les immunités... Bredoumi n'est pas porte-parole du chose. Ancien Il est porte-parole. porte-parole du PDCI. Oui, C'est Blissi, non? Blissi est le président du groupe parlementaire. Porte-parole du parti. Qui n'est pas parole? On lui a dit, il est rentré, il est allé directement à la case prison. J'ai dit que c'était comme le Monopoly. Ok, vous allez directement en prison et hop, bon. Bref, il a été élu du fond de sa cellule et aujourd'hui il est vice-président de l'Assemblée nationale. Félicitations, honorable. Bien. Bon, si Bredoumi est allé en prison, il est certain que si Thiam met un pied dans son pays, il va aller en prison. Donc il ne va pas en prison. C'est pas l'argument évoqué, bon, après c'est un avis personnel, je me dis, de la part du ministre Niamey Yao, mais bon, lorsqu'il y a on considère qu'il y a un petit problème quand même, hein. Si on veut être assez objectif, l'absence du président crée, moi je suis d'accord avec le président, crée une sorte de malaise quand même au sein du parti, même s'il n'y a pas de crise, mais au moins une sorte de malaise. Vous-même vous avez dit les nombreuses tentatives pour récupérer le parti, donc aujourd'hui, clairement, est-ce que cette réponse est à la hauteur de ce que les militants auraient voulu entendre? C'était ça ma question. Après, oui, bah alors, on ne va pas ouvrir le débat. S'il faut qu'il rentre ou pas, il est libre de ses mouvements. Hein, donc, on voit bien que toutes ces manœuvres, toutes plus foireuses les unes que les autres, qui ont toutes fait pchit au moment où on parle, et qu'on a essayé de réactiver d'ailleurs cette semaine avec une ancienne procédure qui n'a pas débouché sur autre chose qu'un fiasco judiciaire. Toutes ces manœuvres-là, non seulement n'ont pas fonctionné, mais elles sont toutes orientées vers un but. Ce but, pour l'instant, le pouvoir n'arrive pas à l'atteindre. Et j'ai toujours dit, et je le répète, je ne comprends pas qu'il s'acharne comme ça, parce que plus il cherche à enfoncer la tête de Thiam sous l'eau, plus il remonte rapidement à la surface. Yeah. Il voudrait lui faire sa publicité qui s'y prendrait pas autrement. Il n'a même pas besoin de communiquer. Yeah. Aujourd'hui, c'est l'homme à abattre, et donc c'est l'homme dont on fait la publicité en essayant de l'abattre et en n'y réussissant pas. Bon, Jean-Yves. Oui, en fait, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, moi je suis à Nantes. Et malgré cela, je peux participer à l'émission. On est au 21e siècle. Et la présence d'un individu sur le territoire, c'est-à-dire quelle est la nécessité? On me dira peut-être que non, il doit être au contact des populations. Mais pour avoir le contact avec les populations, même à distance, ça peut se faire. Oula! C'est le problème. Même à distance, ça peut se faire. Et donc, cette histoire de... Déjà, même que les autres... Oui, non mais oui, ou la présence, tu me dis, ou là, ça c'est toi qui vois. Déjà, même que les hommes politiques même qui sont sur le terrain, disons, le président Alassane Ouattara, quel contact il a déjà avec la population, il s'imprègne, voilà, quel est ce contact-là? Non.
Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on essaie de faire croire aux gens que le fait d'être sur le terrain fait que comment on appelle ça, ça peut augmenter, je veux dire non. Aujourd'hui, au 21e siècle, même étant à l'extérieur, étant à l'étranger, on peut avoir des actions. Voilà. Et donc aujourd'hui, le truc c'est quoi? C'est que si le PDCI a trouvé peut-être le remède, pour ne pas dire la potion, pour pouvoir de l'extérieur, depuis que son président soit à l'extérieur et depuis l'extérieur mener des actions pour pouvoir dynamiser ses bases. Mais c'est le plus important. Comme je le disais la dernière fois, ce parti-là aujourd'hui, c'est eux qui mènent leur lutte. Si c'est disent qu'aujourd'hui, même étant à l'extérieur, le président Thiam peut mener des batailles, c'est eux qui le voient. Et aujourd'hui, ils soutiennent cette thèse-là. Pourquoi on veut forcément que le président Thiam fasse comme les autres? Les autres sont au pays en train de préparer 2030. Donc lui aussi, obligatoirement, il doit venir au pays pour préparer 2030. Non, c'est pas pareil. Chacun a sa stratégie. Et ils l'ont clairement dit. Lui, il est à l'extérieur. Il attend 2030. Ils vont mener des actions pour préparer le terrain. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a Bendoumi qui est rentré. On a vu ce qui arrive à Bendoumi. Si aujourd'hui, ces derniers estiment que le président Thiam, il n'a pas les garanties nécessaires pour pouvoir rejoindre son pays, mais c'est légitime et ça s'entend. En tout cas, pour moi, personnellement, ça s'entend. Ceux qui ne veulent pas entendre, je pense que c'est parce que quelque part, ils veulent alimenter, je pense, une certaine polémique. Sinon, peut-être envoyer le président Thiam à l'abattoir. Aujourd'hui, il a des... On a vu Gilles Christ au Lembio, au Togo. Il a mené 20 années à l'extérieur. Il était la figure principale de l'opposition. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, ça l'a envoyé. Bon, non, président, il ne s'est pas parlé, c'est la fin de l'émission, il faut... Mais c'est lui, il a fait la passe, non? Oui, mais président... Ça veut dire qu'il n'avait rien à dire? Président... Sinon, on t'a donné la parole, tu as fait la passe. Non, président, ça devient un petit peu gênant. Allez-y, est-ce que tu n'as pas fait la passe? Vous m'aviez appris à être... Allez-y, ça nous reste pas assez de temps. Est-ce que tu n'as pas fait la passe? C'est pas le but de l'émission. Je tenais, comme nous sommes au terme de l'émission, je tenais à féliciter, d'accord, un monsieur que j'apprécie beaucoup, monsieur Koné de Sangui, qui est à l'initiative du Port-Lala Festival, voilà, qui a eu lieu à Couteau, précisément dans le nord de la Côte d'Ivoire. Placement de produit. Voilà. Non, absolument pas. Non, c'était un moment effectivement de culture, effectivement, parce que plusieurs pays de la sous-région ont eu à participer à cet événement culturel. Et donc, je tenais véritablement à... C'est lui qui a chassé Téné Birahima de là-bas, Pardon? Alors, je tenais à dire, en tout cas, félicitations à M. Koné de Sangui pour cet événement et que la culture soit davantage, en fait, fasse la promotion davantage, d'accord, du socle et de la réconciliation des peuples. Parce que c'était un très beau festival, le Port-Lala Festival. Mention à lui, spécialement. Voilà. J'aimerais finir sur cette question du président Tidjane Thiam. J'ai l'impression que les gens ne voient pas que Tidjane Thiam et le PDCI sont en train de tomber dans le piège du RHDP. En fait, le RHDP, là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de terroriser le monsieur. Ils sont en train de terroriser le monsieur. De sorte que, dans son esprit, il se dit là, c'est la prison ou la mort. Et lui, il reste ici. Mais je vous promets, l'exil volontaire ou involontaire, ou je ne sais pas quoi, stratégique de Tidjane Thiam, fait l'affaire du RHDP. Ceux qui s'imaginent, comme Jean-Yves, que Tidjane Thiam va venir battre quelqu'un qui est sur le terrain depuis 5 ans, qui a l'argent, qui a l'armée, qui a la police dans sa main, qui a l'argent de l'État, il va distribuer des projets de développement, il va distribuer des puits, il va distribuer des maisons à des populations. S'il pense que Tidjane Thiam, en étant loin de la Côte d'Ivoire, hors de la Côte d'Ivoire, il va venir battre un tel monsieur, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je ne crois pas en cela. Merci. Cette stratégie du télé, je ne sais pas... Président, vous n'êtes pas militant du PDCI. Vous n'êtes pas militant du PDCI. Le PDCI et ses militants croient en cette stratégie. Non, le PDCI et ses militants croient en cette stratégie. Vous n'êtes pas militant du PDCI. Donc laissez les militants
militants du PDCI Jean-Yves, mettent en place leur retiens stratégie ceci. présidentielle. Le jour où tu Non. parleras à un homme politique pour lui donner des conseils, sache que pour une élection présidentielle, ce n'est pas une affaire de militants du parti. C'est une affaire de toute la population, c'est-à-dire de tous les Ivoiriens. Il faut que tu retiennes cela. C'est ça. Président, ça n'a pas des militants du parti. Ça n'a pas des militants du parti. Ce sont les militants et le parti qui mettent en place les stratégies. Ce sont les militants et les partis qui mettent en place les stratégies. Non, mais ça n'a pas des militants. Ça n'a pas des militants. Non, je suis désolé, président, ça n'a pas des militants. C'est faux. Non, ça n'a pas des militants. La base, ce sont les militants. Ce sont les militants. Merci, président. Vous êtes en train de tromper le monsieur là. Vous êtes en train de le tromper. C'est vous, au contraire, président, c'est vous qui êtes en train de tromper le monsieur. C'est vous qui voulez mettre le monsieur dans les problèmes. Les militants du PDC, ils sont Attendez. Moi, on oublie, justement pour terminer dans beauté, franchement, oui. mais on oublie, je pense que ça pourra nourrir la réflexion pour le prochain débat. On oublie que Tidiane Thiam, dans une interview, avait très bien signifié aussi qu'il avait des indiscrétions au sein de l'armée, disant qu'il y avait un projet qui se préparait contre lui. Je ne sais pas si vous avez vous rappelé de ces déclarations et tout. Bon, Exact. je pense aussi, peut-être c'est ça la réalité. Hein. Enfin, je mets ça pour le prochain débat. C'est le président même qui a dit ici que, quand en politique, quand on veut faire des choses, on met en place un storytelling. Il a dit quoi même? Storytelling. Donc le storytelling de Thiam là aussi, il a été mis en place. Toi-même, tu le sais. Maintenant, pourquoi tu vas envoyer le monsieur à l'abattoir? Merci. Donc c'est un boucher. À l'abattoir, ce ne sont pas les bouchers, les bouchers sont à la boucherie. Jean-Yves, ce ne sont pas les militants d'un parti politique qui élisent le président de la République d'un pays. Ce sont les citoyens de ce pays dans leur ensemble. C'est important pour toi. Merci. Non, ça va. C'est là qui est le plus.